Bonjour Églantine. Eh bien Bonjour. écoute, je suis vraiment super content de te retrouver, même en visio à Marseille. Ouais, je suis Merci ravie. d'avoir accepté d'être la présidente de notre festival 2020. Et malheureusement, tu n'es pas avec nous en présentiel, mais j'espère que tu auras Je l'occasion regrette. de revenir nous voir et de voir des fans que tu as nombreux ici à Marseille. Donc merci de présider ce festival. Et puis, à bientôt, je t'embrasse. Je te laisse Mais au micro avec... je t'embrasse aussi bien je te fort. laisse au micro avec la meilleure des journalistes. Voilà, Mais ne me mets pas la pression. je te mets pas la Elsa. pression, mais je sais que tu vas être plus que gentil. C'est pas ton Évidemment, habitude, bien sûr. évidemment. Oh, Hein quoique, Hein on ne sait jamais. mais voilà. À très vite à Paris ou à Marseille. Je t'embrasse. Oui, avec Bye. plaisir. Églantine Émeillé, je suis ravie de vous accueillir. On va évoquer votre ouvrage qui est paru aux éditions Robert Laffont, Tous tes mots dans ma tête. C'est le deuxième livre que vous écrivez après Le voleur de brosse à dents qui a eu un vrai succès. On retrouve votre famille, on retrouve Samy, votre fils, à qui vous consacriez le premier livre, qui est votre fils qui est handicapé. Cette fois, vous nous faites rencontrer un autre personnage extraordinaire, Mohamed, qui est un réfugié syrien, que vous allez accueillir chez vous et qui vient, j'allais dire, compléter la tribu, puisqu'il va s'installer dans la chambre de Samy, qui lui est parti dans un institut. Et tous deux ne se connaissent pas, mais ils vont communiquer comme un peu dans un conte fantasmé. Ils vont pouvoir se parler grâce au lit dans lequel il dort. Moi, je voudrais savoir tout simplement comment est née l'idée du deuxième livre. Ça vous manquait? Vous aviez envie d'écrire? Eh bien, pas du tout au début, figurez-vous. J'estimais que voilà, j'avais écrit un premier livre et je pensais déjà pas qu'un jour j'arriverais à en écrire un. Je me disais, moi, je suis pas écrivain. J'ai fait ce premier livre que je considérais comme un témoignage et je pensais m'arrêter là. Et en fait, on me demandait tout le temps des nouvelles de Samy. Et on me disait, mais quand écrivez-vous la suite? Et ça revenait tout le temps. Alors j'étais de plus en plus gênée. Et puis, j'ai l'habitude je roule beaucoup en vélo, moi, dans Paris, et depuis bien plus longtemps que le mouvement écolo et les pistes cyclables. Et c'est vrai qu'il y a des phrases qui me trottent et que parfois, voilà, je roule et puis j'écris des pages, en fait, dans ma tête. Et un jour, je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, à force d'en écrire, je suis peut-être mûre pour tenter un deuxième. Et je voulais juste pas écrire une vraie suite, parce que je pensais que j'aurais pas autre chose de vraiment neuf à dire. Donc j'ai cherché un autre moyen. Alors cet autre moyen, donc il est rêvé, imagé, fantasmé. Vous allez vous occuper en fait de Mohamed, l'accueillir comme une vraie famille lorsqu'il vient chez lui. Chez vous, pardon. Vous avez décidé de passer par le lit pour faire le lien entre votre fils et lui. Pourquoi? Parce que c'est le lieu des rêves, c'est le lieu des conversations fantasmées. Alors, il y a un peu de ça. C'est parce qu'il fallait que je trouve un moyen qui justifie leur communication. Et finalement, il y avait plein de points communs entre ces deux personnages. Le cadre de communication, la solitude, en fait, il y en avait plein. Mais le seul point commun physique, c'était cette chambre, et en particulier ce lit dont j'avais déjà beaucoup parlé dans le premier livre, et qui est tellement spécial pour moi, il avait tout d'un conte, en fait, ce lit. Et effectivement, je me disais, voilà, s'il y a un moyen original pour eux de communiquer, ça peut être ce lit. Ce lit sera le téléphone entre les deux, le lien, en tout cas. C'est une belle idée. Alors, ils ont bien sûr une différence d'âge certaine, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mohamed est un adulte, votre fils est encore un enfant. Mais ils ont peut-être ce qui les réunit, ce qui crée l'alchimie entre eux, c'est le fait que tous les deux ne peuvent pas communiquer, puisque Mohamed ne parle pas un mot de français. C'est vraiment ça. Quand on a accueilli Mohamed à la maison, on était stupéfaites du manque de communication. Normalement, un réfugié, quand il arrive en France, il a 100 heures de français obligatoire. Et au bout de 100 heures, Mohamed, lui, il savait vraiment rien dire. Donc, on s'est retrouvés, on était désemparés et en même temps, ça nous faisait rire en se disant, ah d'accord, on avait quelqu'un qui disait pas un mot, et on le remplace par quelqu'un qui dit pas un mot. Et finalement, tous les deux se retrouvaient handicapés de la parole. Et je trouvais amusant que ces deux personnes qui n'arrivent pas à se faire comprendre puissent se comprendre elles. C'est vrai. Alors l'idée d'accueillir justement cet homme chez vous, c'est quand même une très belle chose. Enfin, je veux dire, comment vous avez eu cette idée, comment vous avez eu cette envie? Parce que tout le monde n'a pas ce courage d'accueillir quelqu'un de différent comme ça dans son foyer.
Alors, j'aimerais vous dire que je suis quelqu'un d'absolument génial, qui fait preuve d'une générosité. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Non, l'idée, elle n'est pas venue de moi, en fait, la première. On était à cette période où on entendait tous les soirs au journal parler de ces gens qui arrivaient en bateau, de ces bateaux qui coulaient, de ces morts. C'était des images terribles qu'on se recevait. C'est vrai que souvent, en famille, on les regardait et on se disait quand même, il y avait un malaise. Et on se disait, c'est quand même très injuste. Nous, on est là, au chaud, dans notre bel appartement, sur notre bon canapé, et ces gens-là vivent des situations épouvantables. Mais on n'osait pas, on n'était pas prêt à se lancer dans une telle idée. Et puis j'ai une voisine, en fait, qui un soir débarque à dîner et qui nous dit « Ah bah vous savez quoi, je me suis inscrite à une association, je vais accueillir un réfugié sur mon canapé dans mon salon. » Et là, je vous avoue qu'on s'est dit « Waouh !» Elle est enceinte, son mari, il travaille loin, il ne revient pas avant 8 mois et elle va accueillir quelqu'un dans le canapé de son salon. On s'est regardé, on s'est dit franchement, on n'est pas terrible. Et si on le faisait? Et du coup, voilà. C'est comme ça que l'idée est faite. C'est comme ça qu'on l'a fait. Ouais. Il y a aussi le fait quand même que quand on s'occupe de la souffrance d'un autre, c'est une façon aussi de relativiser la sienne quelque part, non? Alors ça, complètement. Moi, je peux vous dire que d'expérience déjà personnelle et puis de ce que je vois dans le milieu associatif, tous les bénévoles, à partir du moment où vous donnez de votre temps pour aider quelqu'un d'autre, vous vous aidez vous-même, en fait, d'une façon que vous ne mesurez pas spontanément, mais sans y penser. Et c'est pas ça que vous venez chercher. Vous y allez avec votre cœur, vous avez envie de donner du temps aux autres, ce qui est déjà très bien, mais c'est incroyable le bien que vous vous faites. Ça change le curseur de vos émotions, de vos plaintes. Et on pense un peu moins à soi et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Alors, ce qui est formidable, bon, vous êtes formidable, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est toute la famille qui est formidable. Enfin, c'est pas évident pour des ados de voir débarquer quelqu'un d'étranger. Et puis, on a vraiment l'impression que pas un moment, pas une fraction de seconde, ça leur a posé un problème à votre fils, votre autre fils donc qui vit avec vous, à la fille de votre compagnon également. Ouais. Ça n'a posé de problème à personne. Non, c'est vrai que quand j'ai eu l'idée, c'est moi qui ai dit et si on le faisait, et je me suis renseignée et je suis revenue les voir en leur disant bon, voilà où j'en suis de mon idée. Maintenant, il faut qu'on soit tous d'accord parce que si on n'adhère pas tous au projet, ça ne marchera pas. Il n'y en a pas un qui a hésité en fait. Ils m'ont tous les trois, ils m'ont dit ok, allons-y. J'avais besoin d'une adhésion très forte de la part de Marco parce que je savais que c'était le premier qui rentrait à la maison le soir. Donc Marco, c'était lui qui allait passer. Donc votre Marco, mon fils aîné, c'est lui qui allait passer le plus de temps avec Mohamed. Mais non, ils ont tous dit oui avec les mêmes inquiétudes que moi. Mais alors, ça veut dire que le soir, on ne pourra pas se balader à moitié à poil dans le salon. Bah non, il va falloir faire attention. Ça veut dire que le week-end, il faudra s'occuper de quelqu'un en permanence. Voilà. Mais non, tout le monde a dit oui. Oui, mais c'est marrant parce qu'il y a une scène, un moment où vous dites c'est fatigant de communiquer avec lui, il parle pas très bien le français, même quand il va commencer à progresser. Il y a des soirs où on n'a pas envie de faire ces efforts. Vous êtes sincère aussi, vous le dites que ça peut être facile tous les jours. Non, bien sûr, évidemment, c'est moins difficile que ce qu'on imagine, mais c'est un effort. C'est sûr que c'est comme si vous aviez des invités à la maison dont il faut s'occuper tout le temps, mais en plus un invité plus fragile que les autres. Bien sûr. Donc, oui. Il faut reconnaître que des fois on rentre et on se dit oh zut, c'est vrai qu'il y a Mohamed. C'est pas très simple. C'est vrai qu'il va falloir discuter aussi avec lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous alternez cette partie rêvée, fantasmée des échanges entre Mohamed et votre fils, et puis la partie, la partie récitante, où vous racontez aussi. Les deux points de vue font que, je pense, ça allège chaque fois les propos. Alors moi, j'ai une piste pour vous maintenant. On a vraiment l'impression que c'est un script pour un film. On le voit, ce que vous nous racontez, on le voit. On pourrait très bien en faire un film. Personne ne vous en a parlé encore ? Non, il avait été question pour le premier livre, oui, et puis finalement ça s'est pas fait. Et écoutez, il faudra que je vois, mais peut-être, je serais ravie de voir ça. Après, le côté conte et Samy, c'est pas facile à mettre en scène, mais ça doit pouvoir se faire. Ça me plairait bien, en tout cas, ce serait très amusant. En tout cas, c'est très visuel, et c'est vrai que, certes, cette fois-ci, ce n'est pas un livre sur votre fils, mais moi, j'ai envie de dire, c'est une autre façon de parler de lui, tout simplement. Il y avait encore des choses que vous aviez envie de dire. Vous nous rappelez quelquefois comme ça des émotions sur lui. C'est beaucoup plus ténu, mais c'est quand même un livre sur lui. Oui, c'est quand même un livre aussi sur Samy. Je progresse aussi dans mon apprentissage de Samy. Et j'avais envie de faire part de ça parce que je sais que ça peut aider d'autres familles. On a tous un niveau de compréhension de nos enfants différents. Il y a des points communs.
Et puis, j'avais montré le handicap à travers mon regard à moi, d'une maman en souffrance et qui combattait aussi pour trouver des solutions. Et je trouvais intéressant de montrer une autre facette du handicap, le handicap vécu par la personne elle-même, et de montrer que ces personnes, elles sont comme vous et moi, elles ont leurs douleurs, mais elles ont leurs moments de joie, elles sont gaies. Et puis, dans le fond, je pense qu'une fois qu'on leur a trouvé une solution adaptée, ces personnes-là peuvent être plus heureuses que nous, parce que nous, on est tout le temps en train de se demander c'est quoi le bonheur, et on se plaint, et on attend toujours quelque chose. Je crois que des personnes handicapées mentales comme mon fils, le bonheur, elles le saisissent dès qu'il est là. C'est à l'instant. Elles ont des émotions brutes, instantanées, immédiates. Et je vois mon fils quand il est heureux, mais il est pleinement heureux, quoi. Il ne se pose aucune question, il exprime cette joie de façon extravagante et c'est magnifique à voir. Et on devrait un peu réapprendre cette spontanéité. Absolument. Alors le fait d'avoir le personnage de Mohamed, ça vous permet aussi de regarder notre société, parce que lui découvre notre mode de vie, donc ça vous permet aussi d'avoir cette distance et de parler de nos façons de vivre, hein, sans juger, mais simplement pour nous les soumettre. Et puis vous montrez aussi que comme Samy, il souffre de la différence quand même, quelque part. Terriblement. Je pense que c'est très douloureux pour une personne comme ça qui, du jour au lendemain, abandonne toutes ses racines, sa vie, ses amis, sa culture, ce qu'il a façonné. Ce sont ses repères. Et qui, du jour au lendemain, est projeté dans un pays qui n'a pas grand-chose à voir. On est totalement différents de cette culture-là. Entre l'Irak et nous, il n'y a quand même pas beaucoup de points communs. C'est tout un réapprentissage de nouveaux codes. C'est une solitude énorme et ça demande des efforts qu'on n'imagine pas. Et j'avais envie de montrer aussi que ces personnes, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, des gens qui sont à la rue, qui sont arrivés là, qui sont dans des situations de souffrance. Ça nous dérange parce que ça nous projette aussi quelque chose, un peu d'égoïsme de notre part. C'est très difficile, on ne peut pas tous les aider, on ne peut pas tous leur tendre la main. Donc ça génère un malaise, mais je voulais qu'on puisse les voir autrement que juste ces personnes-là qui m'ont dit qu'on remette l'humain derrière eux. C'est vrai. Qu'il y a des vraies personnes avec, finalement, les mêmes émotions et les mêmes problématiques que les nôtres pour s'adapter à tout le quotidien. Il fallait qu'on revienne à cet être humain derrière juste ces personnages qui sont là et qui nous tendent la main. Alors justement, vous parlez d'émotions. Il y a une très jolie scène dans votre livre. Vous appelez votre fils 2 fois par jour depuis qu'il ne vit plus chez vous. Vous passez donc 2 appels pour prendre de ses nouvelles, pour qu'il entende votre voix, enfin tout cela. Et Mohamed, qui vit chez vous, entend ces conversations. Il ne les comprend pas puisqu'il, pour l'instant, il ne parle pas du tout le français. Donc, en revanche, il adore ces instants parce qu'il est touché par votre voix. Vous insistez sur l'importance de ce langage sonore. Il n'y a pas que les mots, il y a la façon dont on les dit. Je ne sais plus quel est le terme pour les bébés, la prosodie, ou il y a un mot comme ça. En fait, c'est les sonorités. Je ne suis pas sûre que Samy comprenne tout ce que je dis. Je ne suis pas sûre que Mohamed ait compris tout ce que je disais. Mais c'est la façon de le dire, les intonations, la douceur d'une voix, la musicalité de votre voix, en fait, qui fait du bien à mon fils. Et je pense qu'avec Mohamed, inconsciemment, on a tous fait attention aussi à parler doucement, gentiment. D'ailleurs, on parlait plus au ralenti pour qu'il essaye de comprendre. Et avec des intonations plus appuyées aussi pour qu'ils comprennent les intentions. Et je pense que finalement, les mots sont très peu de choses en fait dans la communication, finalement. Mais c'est plutôt la façon dont on les dit. Et quelque part, vous pourriez presque remercier Samy parce qu'il vous a préparé à pouvoir bien accueillir Mohamed. On n'en avait pas conscience du tout, mais je pense que complètement. Avec Samy, j'ai appris à observer, et quand je dis j'ai, mon compagnon et nos enfants aussi, à vraiment observer le moindre battement de cils, la moindre expression pour comprendre, à être patient aussi. Et on a été très préparés, effectivement. C'était une belle surprise. Oui. C'est une patience que votre fils vous a appris. Je voudrais qu'on parle des autres formes de langage. Vous en évoquez plusieurs dans le livre. À un moment, vous parlez de l'équithérapie. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est. L'équithérapie, c'est une autre façon aussi de pouvoir communiquer avec les personnes handicapées. En fait, on aime beaucoup l'équithérapie dans le monde du handicap parce que les chevaux ont une empathie énorme et s'adaptent complètement à l'émotion de la personne qu'ils ont face à eux. Donc, si vous êtes nerveux, le cheval peut se montrer nerveux, mais il tente d'abord d'apaiser votre nervosité. Il sent tout à fait votre état d'esprit. Et ce qui est fascinant, c'est que du coup, moi je l'ai vu dans des centres avec toutes formes de handicap, le cheval qui tout d'un coup s'arrête complètement, vient mettre son museau contre l'enfant et attend, sans même frissonner, que l'enfant accepte le contact, puis que l'enfant le caresse.
Et mon fils, qui peut parfois avoir des mouvements un peu brutaux parce que tout d'un coup il s'emballe, il y a une émotion qui le traverse et il l'exprime de façon assez vive, face à un cheval, mais comme s'il était totalement... il est sous emprise en fait. Tout d'un coup, il ne bouge plus, tout est lent, il est hyper concentré sur ses émotions et ce que le cheval lui renvoie. Et ça, c'est assez magnifique. Et je l'ai raconté parce que j'avais été moi-même stupéfaite de cette réaction, mais je le vois beaucoup parmi d'autres handicapés, l'effet absolument incroyable, la mise en relation grâce au cheval. C'est un très beau travail qui est fait avec eux et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en parler. Il y a autre chose qui m'a aussi marqué, c'est l'importance de l'eau. Votre fils a un lien particulier, que ce soit pour prendre son bain, qui est un grand moment de joie, mais même avec la pluie. Oui, il adore ça. Alors là, moi, mon fils, j'ai une tenue de pluie complète, pour lui aussi, et il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que je l'emmène goûter dehors sous la pluie et le vent, quoi. Et comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez cette... c'est un retour peut-être, je ne sais pas, ça lui rappelle quelque chose. Pourquoi l'eau, il y a ce rapport aussi fort ? Il aime beaucoup les bains et dans des périodes où il n'est pas très bien, je peux lui donner 3 ou 4 bains dans la même journée pour l'apaiser. Mais ça, je pense que oui, il y a une sensation totalement enfantine et viscérale du retour à l'enfance, c'est clair. À l'état fœtal, oui, bien sûr. Complètement à l'état fœtal. Et je crois que... c'est un être de sensations. Samy ne vit qu'à travers des sensations vraiment, vraiment brutes. Et que la pluie, c'est ces petits picotements sur la peau, tout d'un coup, il se concentre là-dessus. Et c'est peut-être que ça lui permet d'oublier les autres les informations qui arrivent. Ouais. Mais en tout cas, il adore ça. Oui, parce que c'est toujours ce trop-plein d'informations qu'il a du mal à gérer, évidemment. Oui, les personnes autistes ne trient pas les informations qui leur arrivent. Et donc, ça fait beaucoup en même temps. C'est pour ça qu'il vaut mieux tout d'un coup, il y a que ce soit calme. Voilà, c'est ça. Il aura plus besoin de calme pour pouvoir être bien. Tout à fait. Et puis, vous êtes sincère. Moi, c'est ça que j'aime. Vous n'essayez pas de nous vendre une image parfaite de la relation que vous avez établie. Quand vous expliquez que la musique, par exemple, l'importance de la musique, pour lui, il adore, vous aimez la musique, il l'aime aussi, mais lui, il aime surtout ses habitudes. Et il aime leur répétition, que ce soit répétitif. De toute façon, les enfants, en général, adorent la répétition. Mais ça dure 3-4 ans, vous voyez. Exactement. Et là, c'est tout le temps. Et ça vous rend folle. Et vous le dites. Voilà, c'est terrible pour vous. Moi, oui, c'est vrai que naturellement, je suis assez sincère et je ne veux pas, dans ces livres-là, tricher parce que d'abord, je ne veux pas paraître pour ce que je ne suis pas et je veux que les autres familles se retrouvent et que même ceux qui ne sont pas concernés, que vous puissiez vous retrouver. On peut avoir envie d'être très gentil et puis de temps en temps de penser méchant parce qu'on en a jusque-là, quoi. Et donc, c'est vrai que Samy, ces comptines que je lui chante là depuis 15 ans, je vous avoue, des fois, je tente d'autres choses, mais... Ça passe pas. Ouais. Et je vous avoue qu'il m'arrive de lui chanter une comptine en pensant totalement à autre chose. Je suis en mode automatique, hein. C'est pas terrible, mais ça m'arrive. C'est exactement, mais bon, c'est cette sincérité, on sent bien que vous avez ce dilemme en vous, mais que bon, vous faites face, vous avancez. Il faut bien. Pas le choix, hein. C'est pas le choix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a envie de vous lire et qu'on va jusqu'au bout du livre. Parce quelque part, il y a une admiration, bien sûr. Et inconsciemment, vous êtes toujours en train de vous rapprocher de lui, vous avez ces gestes avec lui. Et vous découvrez, en fin de compte, qu'entre votre fils et Mohamed, il y a des gestes communs. Il y a beaucoup plus que ce que vous pensiez encore. Oui, je pense que je reconnais en Mohamed des moments où, en fait, il se sent très seul et finalement... il y a entre 2 solitudes et 2 handicapés de la communication fatalement des points communs. Et je fais de Mohamed un personnage qui parfois tente de revenir justement à des petits plaisirs sincères en s'inspirant de Samy. Parce qu'il a besoin lui aussi de se faire du bien, de se reconnecter au monde qui l'entoure, dans lequel pour l'instant il a du mal. Et finalement, je mets Samy un peu comme Samy devient à son insu une sorte de mentor. Oui. C'est en fait le plus jeune qui va apprendre aux plus âgés à se satisfaire de ce qu'il a et à se réancrer dans une nouvelle réalité. C'est pas évident. Combien de temps a duré cette expérience ? Combien de temps vous avez accueilli Mohamed chez vous ? On l'a accueilli à peu près 5 mois à la maison. Quand même, donc il y a une vraie relation qui s'est établie. Et vous avez continué ensuite à le suivre, de savoir ce qu'il devenait. On le voit là, juste régulièrement. Avant le confinement, il est venu dîner à la maison. Voilà, oui, on reste en contact. Je pense que lui il est très reconnaissant. Et puis, on est la famille française avec laquelle il a un vrai lien. Sinon, comme
toutes ces personnes, malheureusement et heureusement aussi, c'est-à-dire qu'il a retrouvé des tas de réfugiés avec lesquels il est ami aujourd'hui, et c'est un cercle qui le rassure. Et finalement, nous, on est les Français, son ouverture sur le pays dans lequel il doit s'intégrer. Donc, et puis on est attachés, on a passé 5 mois ensemble, c'est pas anodin. Ah ben non, ça crée des liens forcément, ça c'est sûr. Ce que j'aime avec votre livre, vous voyez, Églantine, c'est que vous nous amenez nous aussi à hiérarchiser les problèmes de notre vie, à se dire quand même, ça c'est pas des vrais problèmes quoi. Il faut savoir mettre les choses à leur place. Quand vous nous parlez bien sûr de Samy, mais quand vous parlez de ceux qui vivent avec lui dans l'institut, quand vous nous parlez des vrais problèmes qu'on rencontre Mohamed, on se dit bon, quand même, faudrait savoir relativiser les nôtres. Hein. Mais je crois que c'est ce que nous apprend mon fils, en tout cas tous les jours, c'est que moi, passer 2 ou 3 jours avec Samy, à chaque fois, je reviens en me disant tout va bien chez moi, quoi. Et ça relativise. Ça, c'est sûr. C'est une telle charge et c'est parfois de tels problèmes que le reste paraît mineur. Et je pense que si les gens qui lisent comme vous peuvent de temps en temps aussi, si ça peut alléger votre quotidien en remettant les choses à leur juste place, tant mieux. Et c'est ça que je trouve beau aussi dans le handicap, c'est que c'est quelque chose de très difficile, il ne faut pas le nier, mais qu'on a des choses à en tirer. Que ces personnes-là et leur vie, finalement, nous apprennent des choses qui nous font du bien. Il faut juste avoir qu'il y a un côté positif au handicap. Hein. C'est ça, il faut juste avoir la force de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire que de faire partager votre expérience pour que les autres puissent en inspirer et voir la vie différemment. Et je pense que, bon, pour vous, ça n'a pas dû être simple, mais une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez écrit ces livres, je suis persuadée qu'il y a un mieux aussi, il y a quelque chose de mieux pour vous. Oui, il y a quelque chose un peu d'exutoire, un catharsis, bien sûr, ça fait du bien. Après, je suis comme tout le monde, comme vous, c'est qu'il m'arrive encore de me plaindre de choses bêtes, mais c'est vrai que moi, mon curseur, il est, voilà, j'ai des amis qui me disent, il faut vraiment que ça aille très loin pour que tu commences à te mettre en colère, à t'énerver ou à désespérer. Oui, mais ça m'arrive comme tout le monde d'être de mauvaise foi, d'être un peu à bout, d'être lassée de tout et... Voilà, mais Samy me remet assez vite dans le bon ordre des choses. Absolument. À la fin du livre, vos 2 personnages vont finir par se rencontrer. Enfin, je ne vais pas tout dire, mais à un moment, évidemment, parce qu'on a envie de ça, ça va se passer. Ben, je peux vous dire une chose, Églantine, j'ai pleuré en lisant ce passage. Parce que comme en le lisant, comme Mohamed, moi j'attendais aussi cette rencontre. Vous nous préparez à cela, on se dit qu'à un moment, ils vont bien finir par se croiser tous les 2. Et cette scène, elle est d'une justesse. Alors, se sont-ils rencontrés ou pas je ne peux pas répondre à cette question. Non, il ne faut pas que je réponde à cette question. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, si vous avez eu l'idée, vous avez eu l'idée de cette scène, en tout cas. Vous vouliez la créer, cette scène. Oui, il ne faut pas que j'en parle de cette scène parce que j'ai mis longtemps à l'écrire. Et je savais que mes 2 personnes... Il fallait qu'à la fin, ça se termine par cette rencontre. Mais... je pense que chaque lecteur doit la vivre. Oui, bien sûr. Je ne veux pas l'expliquer. Mais vous avez hésité. Je ne veux pas dire ce qui est juste, ce qui est vrai. Peu importe. Mais vous avez hésité sur ce que vous vouliez mettre dans cette scène, comment ils allaient se rencontrer. Vous avez plusieurs scénarios ou ça s'est imposé à vous comme ça? Non, j'ai hésité longtemps avant de l'écrire. Et puis, je pense que l'idée m'est venue en vélo encore. Décidément, le vélo m'inspire beaucoup. Et je ne savais pas trop comment j'allais le faire. Et puis, tout d'un coup, je me suis lancée et c'est venu tout seul, en fait. En tout cas, elle est magnifique, cette scène. Franchement, c'est une... Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais je ne savais pas du tout quoi. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mais elle est magnifique. Vraiment, on est porté par l'émotion et... Enfin, je dirais rien, il faut que tout le monde la lise, donc j'en dirai pas plus. Merci beaucoup, je suis ravie. Le livre se termine aussi avec le début d'une nouvelle étape, puisque Mohamed va commencer sa vie. Votre fils aussi va avoir un changement dans sa vie. L'idée, c'est quoi? C'est aussi qu'il y ait peut-être demain un 3e livre, parce qu'on a envie de savoir ce qu'ils deviennent tous les 2. Oui, mais en fait, non, j'avais pas d'idée préconçue du tout. Mais comme, encore une fois, je pensais en terminer avec le premier livre. Finalement, j'en ai écrit un 2e. Peut-être que je poursuivrai, effectivement. Mais je n'ai pas eu d'idée préconçue à ce sujet-là. Je vais être très honnête avec vous. Je n'en revenais pas d'avoir réussi à écrire un premier livre. Je pensais pas être capable du 2e. Et je vous avoue que comme le 2e est un mélange de réalité et de fiction, et je savais pas du tout si j'étais capable de ça non plus. Je suis assez contente d'être arrivée au bout et d'avoir réussi à le faire.
Alors, je ne sais pas si j'arrive à un troisième. En tout cas, la fin est ouverte, ce qui fait que vous pouvez très bien donner encore vie à vos personnages et on peut continuer à les suivre. À la fin de votre livre, vous remerciez tous les gens qui vous ont aidé, accompagné. C'est normal, tous les écrivains font cela. Ouais. Mais moi, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait une phrase qui se dégageait. Il y a quand même quelqu'un qui, pour moi, à qui vous offrez ce livre, c'est votre fils Marco. Parce que quand même, c'est difficile pour tout le monde. Mais pour lui, j'allais dire, c'est peut-être encore plus difficile encore ce quotidien et cette vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que être frère ou sœur d'une personne handicapée et handicapée en plus aussi sévèrement que ce que laisse Samy, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Je pense que c'est des dommages collatéraux. Marco vous dira que mais non, tout va bien, j'ai toujours grandi avec ça, donc ça fait partie de moi, tout est normal. Il est quand même d'une sensibilité exacerbée, je trouve particulière, d'une maturité sur la différence particulière. Voilà, je crois que je lui dois de... Et puis, il vit depuis tout petit avec son frère et sa mère qui se bat pour son frère. Et vous savez, c'est à la fois rentrer de l'école et voir en permanence des éducateurs qui viennent faire le point, vous raconter leur journée, dire peut-être qu'il faudrait qu'on cherche ça, on appelle un médecin, on fait une recherche sur Internet. Enfin, la vie, malgré tout, tourne beaucoup autour du handicap. Et je ne voulais pas, là j'en suis à un documentaire et 2 livres dont son frère est le héros, et je ne voulais pas que lui se sente un petit peu lésé. Donc ça me semble important de lui dédier. Peu importe, enfin lui en tout cas il sait vivre avec ça, mais au moins le lui dire que vous êtes consciente que c'est pas toujours aussi simple que cela, et la façon dont il accueille, enfin ce que vous racontez dans le livre, dans sa relation qu'il arrive à établir avec Mohamed, on voit bien que c'est un garçon formidable quoi. C'est un garçon formidable. Mais je suis très fière de mon fils aîné. Je trouve que c'est un sacré bonhomme. Vous pouvez être fier de vos fils, parce que franchement, quand on le lit, on se dit est-ce que j'ai aussi bien réussi l'éducation de mes enfants ? Je ne sais pas. Mais vous, franchement, bravo. Parce que c'était pas aussi simple que ça en avait l'air, et je trouve que vous savez les porter. Et quand on voit Marco réagir à l'accueil d'un réfugié chez lui, alors que son frère handicapé vient de quitter la maison, que ça pourrait être pour lui presque une respiration, écoutez, bravo. Oui, c'est vrai. Même, hein. Bon, je l'ai pas fait dans la foulée. Je crois que je lui ai laissé quand même 1 ou 2 ans avant de. Vous avez été gentil, c'est bien. J'ai été sympa, quand même. Pour terminer, Églantine Émeillé, vous êtes dans un décor magnifique. Vous vouliez nous permettre d'avoir une ouverture comme ça. C'est magnifique. Regardez ça. Je vous emmène. Je suis sur la plage à Toulon. Je vais demander à Fanfan de nous rejoindre, à François David, l'organisateur de ce festival. Il vient nous rejoindre. Lui aussi va profiter comme ça. Il fait un temps magnifique. Il y a même un monsieur qui va nager là. J'ai l'impression qui est en maillot de bain, qui va rentrer dans l'eau. Je n'en reviens pas quoi. Donc j'étais tout à l'heure avec Samy qui habite à 20 minutes d'ici de cette plage. On a fait une grande balade et je suis venue terminer la journée ici et échanger avec vous. Je me suis dit que c'était un décor parfait. Je pouvais pas être à Marseille, mais à Marseille aussi il y a la plage et le soleil. J'ai essayé de trouver quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais dire un dernier mot, te remercier et aussi pour la très belle nouvelle que tu as fait pour le recueil que nous avons fait pendant le confinement. Et nous avons vendredi reçu le professeur Tsimratos à qui nous avons remis un chèque de 4 000 € pour les enfants. Et c'est un premier chèque. C'est toi, Fanfan, qu'on peut remercier parce que c'était drôlement bien démené pour que ça existe. C'est vraiment bravo. Voilà. Donc, mais c'est que le début, hein. C'est que le début. Hein. On aura d'autres chèques. On aura un autre chèque, voilà. Et Elsa était aussi fait partie des auteurs. Moi aussi, j'ai écrit une. Écoutez, c'est bien comme ça. On est dans le même livre, comme ça, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Et encore merci beaucoup pour votre livre. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis, encore bravo pour ce festival et avoir réussi à le faire vivre en ligne. Et la culture, il y a que ça. Ça vaut la peine. Bon, réfléchissez au troisième. Hein. Moi, j'attends le troisième. D'accord. Tout est beau dans ma tête. Donc, le livre de Églantine Émeillé, qui est paru aux éditions Robert Laffont. Vous savez que tous les livres sont en vente en passant par le site Festival du Livre de Marseille. Vous pouvez demander des dédicaces et les retirer ensuite à partir du 21 décembre à la librairie Prado Paradis. On continue bien évidemment. Une petite pause de 10 minutes et on retrouve notre interview suivante. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne baignade.